très heureux de vous accueillir, Amiral, pour ouvrir cette matinée consacrée à l'incertitude. Vous avez un parcours qui est extrêmement riche, je ne dis pas ça pour faire le faillot, mais un parcours assez large. Vous avez été effectivement au commandement de sous-marins, vous avez également commandé des bateaux de surface. Votre vie professionnelle dans l'armée vous a amené aussi à diriger le Musée national de la marine. Vous avez également dirigé l'école de guerre, là où on forme la doctrine, là où on transmet la doctrine, l'apprentissage de ces hauts officiers de l'armée française. Et puis récemment, puisque ce n'est pas un secret, vous avez effectivement quitté l'institution et vous avez un grand nombre de projets, dont le projet, je crois, de la création d'une chaire à l'ESSEC sur la géopolitique. La défense et le leadership. La défense et le leadership, voilà. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour justement profiter de l'expertise, de l'expérience, j'ai presque envie de dire de l'intimité de l'institution à l'égard de cette notion d'incertitude pour voir comment vous définiriez, vous, Amiral Finaz, et puis peut-être au niveau de l'institution, ce qu'est l'incertitude, et puis comment peut-être vous nous conseilleriez, vous invitez vos hommes à se l'approprier. Merci Marie-Louis, merci de votre accueil. Je ne sais pas si on peut définir l'incertitude. Par essence, elle est incertaine et je pense qu'elle échappe à la définition. On peut essayer en revanche, et d'ailleurs c'est pour ça que vous m'avez fait venir, de l'illustrer, d'en donner des exemples, en particulier en ce qui me concerne moi, il y aura un autre intervenant ensuite, ce qu'elle peut être dans le monde que j'ai connu, le monde de l'officier de marine que je suis. L'incertitude, première image peut-être, ce ne sont que des images, mais ce sont elles qui petit à petit nous permettront de s'en faire une idée. L'incertitude, ça peut d'abord être cet enfant soldat qui vous barre le chemin sur la piste et dont vous ne savez pas s'il va tirer ou non, et dont vous ne savez pas si vous allez devoir le tuer, ce qui évidemment révulse tout être humain de tuer un enfant, ou vous laissez tuer par lui. Ça, c'est une forme d'incertitude, et vous voyez combien terrible elle peut être. L'incertitude, ça peut aussi être cette jeune femme sur la route qui vient vers vous, et vous ne savez pas si sous sa robe, il y a des explosifs, et si elle ne va pas venir mourir avec vous. Ou alors si c'est simplement une jeune fille qui essaye de survivre dans des temps difficiles, dans des lieux où elle n'a pas cherché à vivre, mais où elle est obligée d'essayer d'affronter sa propre incertitude. Et puis l'incertitude pour le marin que je suis, pour le chasseur de sous-marins que j'ai été, pour le sous-marinier que j'ai été, c'est le lot quotidien sous la mer. Vous savez, sous l'eau, quand on traque des sous-marins, quand on les piste, d'abord on ne voit pas, on ne voit rien sous l'eau, hein. Pas de fenêtre sur le sous-marin. Et quand bien même il y en aurait-il, sous l'eau c'est noir, très vite, c'est complètement le noir absolu. On écoute, on essaye d'écouter, mais c'est pas facile, parce qu'en fait, contrairement à ce que Cousteau raconte, c'est pas le monde du silence, la mer, c'est extrêmement bruyant la mer, et les sous-marins modernes aujourd'hui ne font aucun bruit. Les sous-marins modernes font moins de bruit que le bruit de fond de la mer. Et puis la propagation du son dans l'eau, c'est très très aléatoire. Vous pouvez avoir des conditions acoustiques où un bruiteur sera entendu à des centaines de kilomètres. Et puis d'autres conditions acoustiques, par rapport au même bruiteur, où à quelques mètres, quelques centaines de mètres, vous ne pourrez pas l'entendre. Et donc ça, c'est une incertitude extrêmement forte. Et puis la dernière incertitude face à cela, c'est que quand bien même vous avez détecté le sous-marin ennemi, ou le système, sous-marin, bâtiment de surface ou autre, que vous êtes censé pister, traiter, surveiller, même attaquer, quand bien même vous l'aurez détecté, vous l'entendez, vous savez où il est, ce qui n'est pas instantané, parce que dans l'eau, quand vous entendez quelque chose, vous avez juste un azimut, vous n'avez pas idée de sa distance tout de suite, vous n'avez pas idée de sa route, de sa vitesse, de ce qu'il fait. Et ensuite, quand bien même cette cinématique, vous avez réussi à l'élaborer, vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Et un sous-marin qui est en face de vous, même si vous savez où il est, ce qu'il fait, est-ce qu'il va tirer ou pas tirer, ça aussi, c'est la dernière des incertitudes. Donc voilà des exemples d'incertitudes, mais ce sont des incertitudes subies. Et je crois qu'on a trop tendance à imaginer l'incertitude seulement comme quelque chose que l'on subit. Et c'est probablement, mais ça sera la deuxième partie de notre échange, un début de réponse au traitement de l'incertitude, c'est de savoir que nous sommes nous-mêmes acteurs de l'incertitude que l'on va faire subir aux autres. Qu'ils soient simplement amis, alliés, adversaires
ou ennemi. Et là, on rentre dans une autre approche de l'incertitude. Ce n'est pas encore une définition, je pense qu'elle nous échappera, mais une autre approche de l'incertitude, en se disant que, eh bien, on peut peser sur celle que l'on crée dans le monde. Les militaires, pour cela, ont ce qu'on appelle des principes stratégiques. Les principes stratégiques, alors, les Russes et les Indiens en ont 12, les Chinois en ont 11, les Britanniques et les Israéliens en ont 10, les Américains en ont 9. Alors, je vais vous lire les 9 principes, je les ai écrits, et pour être sûr de ne pas les oublier. Les 9 principes stratégiques des Américains, ce sont l'objectif, l'unité de commandement, l'offensive, la sûreté, la surprise, oui, on retrouve l'incertitude, la masse. Quand on connaît les USA, ce n'est pas étonnant que ça fasse partie de leurs principes stratégiques. L'économie des forces, la manœuvre et la simplicité. Voilà les 9 principes stratégiques des Américains. Bon, vous imaginez bien que ceux des Anglais, des Israéliens, des Chinois, des Russes et des Indiens, même s'ils sont 11 ou 12, sont assez identiques. La France a une position un peu décalée, très particulière, comme bien souvent en fait. On dit souvent les autres ne pensent pas comme nous. Non, c'est très souvent nous, Français, qui ne pensons pas comme les autres. La France, et pas simplement par facilité, mais probablement parce que l'esprit français est éminemment synthétique et très conceptuel, ce qui n'est pas toujours un avantage, mais ce qui parfois permet des choses intéressantes. La France et les armées françaises aujourd'hui ont adopté les 3 fameux principes stratégiques fondamentaux de Foch, qui sont la liberté d'action, la concentration des efforts et l'économie des forces. Et je crois qu'effectivement, ces 3 principes sont une synthèse assez fulgurante de ce que peuvent être les grands principes stratégiques adoptés par tous les autres. Mais on peut aller plus loin encore, et l'amiral Labouéry, qui est un penseur très très intéressant de nos armées, l'amiral Labouéry qui est mort il n'y a pas très longtemps, l'amiral Labouéry même résume tout cela en 2 principes. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. Il dit en fait finalement tout se résume à l'incertitude et la foudroyance. Je pense que c'est une synthèse extrêmement puissante de l'ensemble des principes stratégiques. Et vous voyez bien qu'on retrouve du coup dans l'empreinte qu'on essaye de laisser dans le monde lorsqu'on a la charge de défendre sa nation, ses concitoyens, peut effectivement se résumer en ces 2 principes, l'incertitude et la foudroyance. L'incertitude correspondant à ce que nous subissons et ce que nous allons faire subir aux autres. Là encore, je le reviens, attention, n'oublions pas que l'incertitude, c'est à la fois celle que nous subissons et celle que nous allons créer. Et la foudroyance qui est la poursuite de cette réponse à l'incertitude. Lorsque votre métier est de porter la violence, quelle qu'en soit la raison, puisque bien souvent d'ailleurs c'est au service de la paix, c'est au service de cette nation qui nous délègue, à nous les militaires, cette violence lorsqu'elle considère qu'elle est nécessaire, ce qui malheureusement, il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde, ce qui malheureusement est souvent le cas. Voilà ce que je pourrais vous dire, non pas pour définir l'incertitude, je ne pense pas qu'on sache la définir, mais pour peut-être, à partir de l'expérience de mon monde à moi, d'officier de marine, de militaire, d'homme de commandement, peut-être comment on peut commencer à l'appréhender. On l'aperçoit, et du coup, comment elle va se décliner, comment elle va être vécue, comment elle va être offerte à vivre peut-être à vos hommes? Alors, comment elle va être vécue, comment elle va être offerte, on ne peut pas le savoir à l'avance. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de réfléchir puis d'agir de manière à minimiser ses effets sur nous, peut-être même rebondir et la maîtriser, et en tout cas de manière certaine, quand c'est la situation qui l'impose, l'imposer aux autres. Je crois qu'il y a, on pourrait résumer là aussi, et bien évidemment, ça n'est qu'une approche partielle, mais on pourrait résumer ça en 5 piliers de réponse à l'incertitude. Je pense que la première réponse, le premier pilier, c'est une permanente tentative de mieux comprendre le monde. Je pense que le premier pilier de la réponse à, non pas la maîtrise, mais l'approche, la prise en compte de l'incertitude, c'est cette conviction que plus on essaiera de mieux comprendre le monde, moins on sera fragile face à l'incertitude que sans cesse il nous imposera. Et pour mieux comprendre le monde, il faut évidemment au moins 2 choses. D'abord, une éternelle curiosité.
Et paradoxalement, les gens vraiment curieux, ils ne sont pas si nombreux que cela. Et les systèmes curieux sont encore moins nombreux. Mais à mon avis, c'est primordial. Et cette curiosité, il faut l'accompagner d'une autre chose dont on parle assez souvent, mais que finalement, on ne pratique pas vraiment. Vous savez d'ailleurs, bien souvent, il faut se méfier des gens quand ils parlent de quelque chose. En fait, c'est parce qu'ils ne le font pas, ils ne la pratiquent pas. C'est ce que j'appellerais, d'une très jolie expression, en tout cas moi je la trouve très jolie, la croisée des mondes. Et plus on sait croiser dans notre regard que nous portons sur le monde, dans l'approche qu'on en a, et dans la construction, en particulier de nos équipes, pour d'abord essayer de comprendre ce monde, plus on sait croiser les talents et les expériences diverses, mais véritablement, que ce n'est pas simplement un langage. Aujourd'hui, on parle sans cesse de diversité, mais très honnêtement, la plupart du temps, c'est de la foutaise. C'est justement pour ne pas véritablement prendre en compte la diversité et surtout la bâtir et en profiter. Mais moi, je suis convaincu que notre curiosité face au monde qu'il faut essayer de mieux comprendre ne peut pas s'affranchir et sera d'autant plus récompensée. Et elle sera d'autant plus efficace, positive, constructive, que véritablement elle repose sur une vraie construction de croisée des mondes. Ça me paraît absolument primordial. Et je dirais c'est le premier pilier, c'est la première réponse à l'incertitude. C'est mieux comprendre ce monde dans une permanente curiosité et construction d'une croisée des mondes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais juste l'évoquer, mais parce que je l'ai déjà, non pas traité, mais abordé dans le début de notre échange, ben, ce sont justement ces principes stratégiques. Alors ça, ce sont les termes des militaires, mais on peut très bien imaginer que la société civile ait des choses équivalentes. Ce sont nos principes d'action que l'on pose, non pas que l'on oppose au monde et à la certitude. Il ne s'agit pas de s'opposer au monde, il s'agit d'y vivre et d'essayer d'y construire quelque chose. Et il ne s'agit pas de s'opposer à l'incertitude. On ne peut pas s'opposer à elle. Elle est trop fuyante, elle est trop incertaine, c'est évident. Mais essayer de poser quelque chose en face d'elle, eh bien, ce sont ces principes stratégiques. Je les ai illustrés rapidement pour les militaires. Je pense que tout système devrait s'imposer d'avoir une réflexion équivalente. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier est d'un autre ordre, mais il est fondamental. C'est un sujet qu'on aborde très souvent, mais dont je ne suis pas sûr qu'on le traite avec juste la simplicité nécessaire. Le troisième pilier, et la troisième réponse, elle est dans nos organisations. Mais qu'est-ce que c'est une organisation ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est un sujet sur lequel on réfléchit, et je suis absolument sidéré, étonné de ne pas entendre trois choses toutes simples sur ce qui, à mes yeux, sont les trois rôles d'une organisation. Le premier rôle d'une organisation, c'est tout simplement d'offrir une place. Et quelqu'un qui a compris lorsqu'il a la responsabilité d'une organisation, parce qu'il en est le patron, parce qu'il doit la bâtir, l'élaborer, que le premier rôle d'une organisation, c'est offrir une place, à mon avis, il commence à construire un monde qui est meilleur et plus performant. Si tout individu sait que l'organisation qu'il a récupérée, qu'il a embauchée, qui, pour telle ou telle raison, l'a en son sein, sa première responsabilité d'organisation, son premier rôle, c'est de lui offrir une place, là, vous commencez à construire un monde différent. Et vous commencez à pouvoir répondre à l'incertitude. Parce que lorsque vous savez qu'on vous a offert une place, vous êtes beaucoup plus fort face à l'incertitude. Parce que cette organisation qui vous a offert une place, qui vous a corseté, qui vous structure, elle vous aide face au choc de l'incertitude lorsqu'il arrive, à mieux tenir, puisque vous savez que vous avez une place. Quand vous êtes dans un monde incertain, et que les chocs arrivent, et que vous pensez que vous n'avez pas de place, mais vous êtes détruit avant même d'avoir pu vous lever pour combattre. Donc le premier rôle de l'organisation, c'est d'offrir une place. Et c'est la première façon de répondre aux incertitudes qui vont arriver, parce que le monde est plein d'incertitudes. Le deuxième rôle de l'organisation, c'est à la fois important pour leur performance, mais aussi toujours sur notre sujet de l'incertitude, c'est de pouvoir déléguer. L'intérêt d'une organisation, c'est que ça va permettre la délégation. L'intérêt d'une organisation, c'est pas d'avoir un chef qui va tout faire lui-même. C'est pas vrai, parce que ça, c'est pas une organisation. C'est un système débile. L'organisation doit être conçue pour que justement il y ait des délégations permanentes. Parce que la délégation, elle permet deux choses. D'abord, elle permet la rapidité de réaction. Et plus un système est complexe, plus ce qu'il a à affronter, ce qu'il a à construire est compliqué, plus la délégation
Alors évidemment, il faut qu'elle soit conçue intelligemment, mais plus la délégation va permettre de lui répondre à la complexité du monde auquel il est confronté, et plus il va pouvoir y répondre vite. Et là aussi, la vitesse de réaction, c'est un atout face à l'incertitude. Parce que face à l'incertitude, la lenteur, ça ne vous permet certainement pas de gagner. Donc la vitesse de réaction, c'est très important. Et puis c'est un autre cadeau qui nous est donné par la délégation, toujours face à l'incertitude, c'est que la délégation, elle libère le chef, puisqu'il a délégué à d'autres qui d'ailleurs vont probablement exécuter les tâches qu'il leur a confiées mieux qu'il ne ferait lui-même. Il est libéré et du coup, il peut préparer le coup suivant, il peut préparer le choc suivant, il peut commencer à penser à l'incertitude, aux incertitudes auxquelles son système va être confronté. Donc ça, c'est la deuxième raison d'avoir une organisation, c'est le deuxième rôle de l'organisation, c'est la délégation parce qu'elle permet rapidité et libération du chef et c'est une réponse intelligente à l'incertitude. Et puis, le troisième rôle de l'organisation, c'est que l'organisation, lorsque la mission n'est pas claire, on sait combien, hélas, trop souvent, la mission n'est pas claire. Lorsque le sens de la mission n'est pas là, ce qui est absolument fondamental, c'est le premier rôle d'un chef, c'est de savoir donner du sens à la mission qu'on lui a confiée, pour qu'il puisse la remplir avec les hommes et les femmes qu'on lui a confiés pour cela, lorsque le sens n'est pas là. Et là aussi, on sait combien le sens n'est pas là. Regardez, aujourd'hui, cette fameuse crise d'autorité dont on nous parle, mais sans cesse tous les jours, dans les journaux, d'ailleurs en analysant bien souvent de manière que je trouve invraisemblable, c'est pas compliqué, c'est la crise du sens. Quand le sens est là, il n'y a pas de problème d'autorité, ça n'est pas vrai. Donc la crise de l'autorité, c'est la crise du sens. Et donc vous savez combien, aujourd'hui, hélas, trop souvent, le sens n'est pas là. Et donc quand le sens n'est pas là, et enfin lorsque les chefs sont défaillants, et là aussi, on sait combien, hélas, trop souvent, pas tout le temps, mais trop souvent les chefs sont défaillants, eh bien l'organisation est là pour suppléer à cela. Et donc quand la mission n'est pas claire, lorsque le sens n'est pas là, lorsque les chefs sont défaillants, et Dieu sait malheureusement combien souvent cela arrive, l'organisation permet de suppléer à cela, c'est son troisième rôle, et c'est aussi, vous le voyez bien, une façon de répondre à l'incertitude du monde. Et ça me paraît absolument primordial. Et donc ça, c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, pour répondre à l'incertitude, c'est un mot extrêmement familier des militaires, c'est un mot extrêmement familier de ceux qui sont dans l'aviation, et pas seulement militaires, civils, ça s'appelle l'entraînement. C'est un mot qui est moins partagé par la société civile. Je pense que c'est un tort. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre en place dans la société civile un entraînement qui soit exactement celui que nous, les militaires ou les pilotes, civils ou militaires, connaissent, bien évidemment. Mais je pense que c'est une notion dont il faudrait que la société civile s'approprie beaucoup plus, en la déclinant à sa sauce, évidemment. Mais il n'y a pas de capacité à affronter l'incertitude si on ne s'entraîne pas. Bon, ça, on pourrait développer ça pendant des heures, c'est pas l'objet de ce matin. Et puis, il faudra que je cède la place à d'autres qui vous permettront, justement, puisque c'est quasiment impossible de définir l'incertitude, on peut l'approcher par des exemples. Mais pour moi, le quatrième pilier, c'est l'entraînement. Et puis, il y en a un cinquième dont je ne vais pas dire qu'il est le plus important parce que les autres sont trop nécessaires. Et le cinquième, il serait vain s'il n'y avait pas les autres. Mais il est fondamental, c'est notre capacité à penser autrement. Si nous ne savons pas penser autrement, nous ne pouvons pas réagir à l'incertitude. Parce que par définition, l'incertitude va nous soumettre des choses auxquelles on n'était pas préparé. Des choses auxquelles les habituelles procédures, pour lesquelles les habituelles procédures n'ont pas forcément la réponse. Et donc penser autrement, ça doit être une espèce de respiration naturelle. Ce qui ne veut pas dire que pour chaque résolution de problème, on doit le faire autrement. Lorsque pour un problème qui est connu, vous avez des procédures dont vous savez qu'elles sont efficaces, vous vous embêtez pas. Utilisez vos procédures efficaces et repérées comme telles pour un problème connu. Mais il faut sans cesse se poser la question, ne faut-il pas que je pense autrement ? Ça doit être une respiration naturelle, à laquelle, très souvent, vous répondrez, non, là c'est bon, les trucs habituels vont marcher, je les prends. Mais ça doit être une respiration naturelle, penser autrement. Et ça, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer sans cesse. On devient chef
pour résoudre des problèmes dont certains sont connus, dont beaucoup ne sont pas connus. On est de nouveau face à l'incertitude et au cœur de notre sujet. Eh bien, on ne peut pas trouver des solutions pour des problèmes qu'on ne connaît même pas aujourd'hui si on ne s'est pas préparé à penser autrement. Et donc, ces 5 piliers, mieux comprendre le monde, avoir des principes stratégiques ou un équivalent pour la société civile pour répondre à cette incertitude que le monde nous soumet, auquel le monde nous soumet en permanence, avoir parfaitement compris ce que sont et ce que devraient être nos organisations et quel est leur vrai rôle, s'entraîner et penser autrement. Voilà pour moi les 5 piliers. En tout cas 5 piliers pour pouvoir répondre à l'incertitude, dont là encore je redis, il est très difficile de la définir, il est assez facile d'en trouver des exemples. Des piliers qu'on retrouve d'ailleurs dans votre ouvrage, d'une certaine manière, me semble-t-il, vous évoquiez. Ça fait partie des choses dont je parle dans ce Voilà, sur le premier pilier, il y a presque un écho avec la notion de culture, peut-être. Alors ça, la culture, vous avez complètement raison, et c'est complètement lié, évidemment, à ce premier pilier qui est la compréhension du monde. On ne peut pas comprendre le monde sans culture. La culture, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous est donné par les écoles, c'est évidemment le rôle des écoles. Mais la culture, et d'ailleurs vous avez des gens qui vont dans les écoles, qui apprennent des tas de choses, ou à qui plutôt on délivre des tas de choses, mais qui n'apprennent jamais rien, même s'ils passent de beaux diplômes. Et puis vous avez des gens qui ne sont jamais allés dans les écoles et qui sont d'une immense culture parce que chaque événement de leur vie est pour eux un apprentissage dont ils tirent des leçons et dont ils gardent la mémoire pour progresser. Mais la culture, c'est absolument nécessaire pour comprendre le monde. On comprend mieux le monde si... Ce qui se passe aujourd'hui avec la cancel culture, avec les mouvements woke, mais c'est un drame pour l'humanité. On ne peut pas comprendre le monde sans être cultivé, on ne peut pas comprendre le monde sans profiter de l'héritage des cultures qui, avant nous, se sont développées. Ce qui ne veut pas dire forcément les adopter. Mais d'ailleurs, comment voulez-vous adopter ou refuser quelque chose si vous ne le connaissez pas ? Donc quand on raconte aujourd'hui dans les universités américaines qu'il faut arrêter le latin et le grec et la culture latine, parce que mais pour des couillonnades insensées, mais c'est mortifère. La culture est nécessaire pour comprendre le monde. On ne peut pas aborder l'incertitude auquel le monde nous confronte sans cesse si on ne le comprend pas. On ne peut pas le comprendre si on n'est pas cultivé. Bon, en plus, la culture nous offre autre chose. La culture nous offre une part de cette énergie qui est nécessaire pour là aussi se poser. C'est le poète qui parle peut-être C'est pas que le poète, c'est l'homme de commandement. Hein, justement, c'est pas que le poète. Bien sûr, c'est un peu le poète, mais c'est surtout l'homme de commandement. Un chef doit d'abord être une énergie. Mais son énergie va être alimentée par sa culture, parce que la culture est en soi une source d'énergie. Sans culture, il n'y a pas de vision. Sans vision, il n'y a pas de perspective. Sans perspective, moi, je reste dans mon plumard le matin. Et donc la culture, c'est nécessaire pour cela, parce que c'est aussi un constituant d'énergie. Et en plus c'est notre ligne de foi, c'est ce qui nous permet de savoir où il faut aller et où il ne faut pas aller. C'est ce qui vous permettra éventuellement de ne pas tirer le premier face à l'enfant soldat. C'est ce qui vous permettra éventuellement de ne pas tirer tout de suite face à cette jeune fille, même si elle est un vrai danger pour vous, un vrai danger potentiel. Là, la culture aussi va vous aider à trouver la bonne posture, la bonne réponse à l'incertitude du monde.